Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines victime d'une cyberattaque inédite. Ses services en ligne paralysés depuis une semaine, tandis que l'institution parle des problèmes techniques. Le groupe de hackers Black Shantrack revendique l'attaque et menace de divulguer des données sensibles. En RDC, la MONUSCO en grande difficulté dans l'Est. Dans un rapport publié le 2 octobre, Antonio Guterres alerte sur les entraves croissantes à la mission onusienne privée de liberté de mouvement, de carburant et de vivre et contrainte de réduire ses opérations. Les détails assurent dans un instant. Bonsoir à tous et bienvenue au journal international de ce vendredi. Au Sénégal, la Direction générale des impôts et domaines a été victime d'une cyberattaque inédite. Voilà une semaine déjà que le site internet des impôts n'est plus accessible, paralysant une partie des activités de cette administration. Un groupe de cybercriminels peu connu revendique l'attaque. Si la page Facebook de la Direction générale des impôts et domaines s'affiche normalement, il suffit de cliquer sur l'un des onglets pour qu'apparaisse la mention « page non trouvée » sur l'écran. Pourtant, bien qu'elle soit victime depuis une semaine maintenant d'une cyberattaque inédite, l'instance n'a fini par la confirmer que de façon très pudique en la qualifiant d'indisponibilité liée à un problème technique identifié jeudi 2 octobre. Une journée au cours de laquelle elle a aussi tenu à rassurer, expliquant que si ses services en ligne ne fonctionnaient toujours pas, les opérations de paiement pouvaient être effectuées au guichet. Celle-ci n'a en revanche pas dit un mot du groupe de cybercriminels Black Shantrack apparu à la mi-septembre qui revendique cette attaque et prétend détenir les informations financières et fiscales sur plusieurs individus et entreprises sénégalaises qu'il menace de publier, méthode qui pourrait servir à obtenir une rançon de cette institution du Sénégal. Pour le spécialiste de la cybercriminalité Clément Domingo, cette attaque prouve en tout cas que cette nouvelle forme de criminalité représente une réelle menace pour tout le continent. Et le spécialiste d'appeler à la création d'urgence d'une agence nationale de la cybersécurité pour traiter, documenter, mais aussi aider à gérer ce genre de situation de crise. En 2022, déjà, l'Agence de régulation des postes et télécommunications avait été victime d'un groupe de hackers, une attaque qui avait mis en lumière les défaillances des administrations en matière de cybersécurité. FUAES pour Force unifiée de l'Alliance des États du Sahel. C'était le cœur de la visite du général Abdourahmane Tiani à Bamako, mardi 30 septembre. Le chef de l'État nigérien a été reçu par son homologue malien, le général Assimi Goïta. À l'issue de leur entretien, Abdourahmane Tiani a confirmé que l'état-major commun de la force militaire était désormais opérationnel et que les premiers bataillons étaient constitués. Le poste de commandement de la FUAES est basé à Niamey, au Niger, au sein de la base aérienne 101, autrefois utilisée par l'opération Barkhane. À sa tête, un officier burkinabé, le colonel Eric Dabiré, ancien commandant de la 6e région militaire dans l'est du Burkina Faso, l'une des zones les plus touchées par les attaques terroristes. Si l'état-major est en place, l'air et à l'équipement des unités, dimanche 28 septembre, le président burkinabé Ibrahim Traoré précisait que chaque pays de l'AES commande les équipements qui sont communs. Selon lui, le premier bataillon burkinabé est prêt, tandis qu'un second est en cours de formation et devrait être opérationnel d'ici à 2 mois. Depuis janvier 2025, date de l'annonce de la création de l'AES, la FUAES des opérations conjointes ont déjà été menées sur le terrain. À terme, la force devrait compter environ 500 000 hommes issus de l'armée malienne, nigérienne et burkinabé avant de regagner Niamey. Abdourahmane Tiani a marqué un bref arrêt à Ouagadougou au Burkina Faso où il a échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré. Jeudi 2 octobre, dans la matinée, 40 des quelques 45 navires avaient été interceptés ou semblaient en passe de l'être selon le système de surveillance de la flottille. La flottille dénonce une attaque illégale contre les humanitaires non armés et a appelé les gouvernements, les dirigeants mondiaux et les institutions internationales à exiger la sécurité et la liberté et la libération de toutes les personnes à bord. Le ministère israélien des Affaires étrangères a annoncé l'expulsion vers l'Europe
des militants à bord des navires interceptés. Dès le mercredi 1er octobre au soir, la navire israélienne a commencé à intercepter les bateaux de la flottille humanitaire vers Gaza après avoir averti les équipages qu'ils entraient dans des eaux dont Israël revendique le contrôle. Aucun des yachts de provocation Hamas-Humut n'a reçu donc sa tentative d'entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus naval, lequel a finalement déclaré le lendemain le ministère israélien des Affaires étrangères. Un dernier navire reste à distance. S'il s'approche sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de briser le blocus sera également empêché, a-t-il ajouté. Parmi les passagers de bateaux interceptés figure l'activiste suédoise Greta Thunberg, que les autorités israéliennes ont montré en train de récupérer des effets personnels entourés par des hommes armés. Sur les vidéos postées par les activistes juste avant de jeter leur téléphone portable à l'eau, on peut voir des militants en gilet de sauvetage qui lèvent les mains en l'air pendant que des militaires armés montent à bord des bateaux. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé, a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères sur X. Une MONUSCO asphyxiée et privée de liberté de mouvement au nord Kivu, contrôlée par la FCM23. Dans un rapport rendu public jeudi 2 octobre, Antonio Guterres estime que le statu quo n'est plus tenable pour la mission onusienne qui s'est retrouvée contrainte de réduire son personnel et ses opérations suivies. Antonio Guterres tire la sonnette d'alarme. Dans un nouveau rapport publié ce jeudi 2 octobre, le secrétaire général de l'ONU dénonce les nombreuses entraves à l'action de la MONUSCO dans l'est de la RDC et estime que le statu quo n'est plus tenable. Des mesures urgentes doivent être prises, affirme-t-il. Privée de liberté de mouvement, notamment à Goma et dans d'autres zones du Nord Kivu contrôlées par l'AFC, la mission onusienne asphyxiée souffre aussi d'importants retards de livraison en carburant et en rations alimentaires, à tel point qu'elle a failli épuiser ses réserves locales. Résultat, celle-ci a été contrainte de réduire son personnel et ses opérations, s'inquiète Antonio Guterres, pour qui la situation s'est aggravée, notamment depuis le mois de juillet. Désormais contrôlée par l'AFC, dans la région, les entreprises publiques d'eau et d'électricité ont ainsi cessé de l'approvisionner, l'obligeant à avoir recours à des générateurs pour maintenir son alimentation électrique. Face à cette situation, les plaidoyers réalisés auprès de l'AFC n'ont, pour l'instant, apporté que de modestes améliorations, déplore encore Antonio Guterres. Au Maroc, après les violences de mercredi soir qui ont coûté la vie à 3 protestataires abattus par des gendarmes, la GNZ 212 avait appelé à de nouveaux rassemblements, affirmant rejeter toute forme de vandalisme ou d'émeute pour le 6e jour consécutif. Des manifestations ont eu lieu jeudi 2 octobre pour réclamer une réforme du système de santé publique et du secteur de l'éducation. La plupart d'entre elles se sont déroulées dans le calme. Au Maroc, le mot d'ordre a cette fois été respecté, rapporte notre source à Rabat. Les manifestations pacifiques ont été plus encadrées pour prévenir tout dérapage. Le collectif avait appelé à se réunir dans plusieurs grandes villes pour des sit-ins et non pas des marches et à limiter la durée des rassemblements entre 17h et 20h. La journée du jeudi a commencé par les déclarations du chef du gouvernement, les premières depuis le début des manifestations. Aziz Akhanouch a assuré avoir suivi les développements malheureux les 2 derniers jours. Il assure que son gouvernement a interagi avec les revendications exprimées par la jeunesse et annonce être disposé à dialoguer. Le collectif Jeunes Z 212, récemment créé, a cependant appelé dans la nuit du jeudi à vendredi à la démission du gouvernement. Le Royaume, qui co-organisera la Coupe du Monde 2030 avec l'Espagne et le Portugal, a engagé des vastes chantiers d'infrastructures, construction des nouveaux stades, extension du réseau à grande vitesse et modernisation de plusieurs aéroports. Ces violences auxquelles ont participé un grand nombre de mineurs ont fait plus de 350 blessés au Maroc, en majorité parmi les forces de l'ordre, et engendré des dégâts matériels, notamment sur des véhicules des autorités, des particuliers et des établissements administratifs, commerciaux ou sanitaires, d'après le ministère de l'Intérieur. Mardi, des manifestations interdites avaient donné lieu à des premiers heurts avec les forces de l'ordre, notamment à Oudja et Gengad,
faisant près de 300 blessés et débouchant sur plus de 400 interpellations. Le collectif Jeunes Z212 a réclamé la libération de toutes les personnes détenues en lien avec les manifestations pacifiques. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Tchad Info.